Alors avant que cette vidéo commence, je tenais vraiment à remercier le soutien que j'ai eu pour la dernière vidéo et aussi évidemment ceux qui ont partagé un petit peu leur expérience, les conseils donnés et je pense que c'est un peu une mine d'or hein, pour ceux qui sont à peu près dans la même situation que moi pour trouver des conseils. C'était vraiment très très utile. On m'a d'ailleurs contacté pour certaines missions suite à la vidéo et puis j'attends après des réponses aussi de potentielles alternances que j'aurai grâce au contact que j'ai eu après la vidéo. Donc c'était vraiment super et puis je vous en remercie à tous les soutiens, quoi, tout simplement. Bon, maintenant j'ouvre aussi un Discord. Donc ce Discord-là, ça n'a rien à voir, mais j'ouvre aussi un Discord et dans ce Discord-là, donc c'est évidemment adressé aux passionnés d'algorithmie, d'architecture logicielle où on va, je ne sais pas vraiment sur quoi on va s'orienter techniquement, mais vous pourrez partager vos projets, décrire un petit peu vos problèmes, ça va peut-être agir comme une sorte de forum d'entraide vraiment axé sur les problèmes algorithmiques, hein, et puis sur la contribution de vos projets, pourquoi pas, le partage, et puis aussi peut-être le fait de faire un peu une sorte de réseau, hein, si des ingénieurs, si des programmeurs travaillent dans des entreprises, pourquoi pas aussi faire un peu de réseau à ce niveau-là. Donc, bon, je mettrai le lien en description et puis, on se retrouve pour la vidéo. Allez, salut. Alors, donc, cette vidéo va parler de l'utilisation d'un système de versionning que j'ai implémenté en Go. Alors, pourquoi un système de versionning? Bon, alors Git existe déjà, hein, évidemment, mais j'ai introduit des nouveaux paradigmes hein, dans ce système-là, notamment le fait d'apporter un peu plus de consistance dans l'environnement de développement du logiciel, parce que vous pourrez évidemment télécharger le repo n'importe où dans votre système de fichiers, mais si vous voulez contribuer, il faudra que ça soit installé exactement au même chemin de fichier prévu par l'initiateur du projet. Donc il y a pas mal de choses comme ça, tu vois. Vous pourrez aller regarder dans le README. J'ai aussi implémenté du coup mon propre protocole. Git a son propre protocole. Hein. On ne va pas directement utiliser HTTP parce que bon, il y a pas mal de trucs dans HTTP qui ne vont pas directement nous servir. On ne travaille pas avec un navigateur. On se base directement sur TCP/IP. Bon, ok. Pas, on prend juste l'objet connexion, on prend juste l'abstraction TCP/IP puis on envoie. Alors c'était assez formateur parce que du coup je parle d'un algorithme d'encodage que j'ai fait aussi from scratch à la fin de la vidéo. Et puis pareil, et puis voilà, ce que je voulais aussi parler, parce que j'en parle pas dans la vidéo, que vous allez, enfin dans le contenu après que vous allez voir de la vidéo, c'est le fait d'authentifier chaque paquet envoyé, en fait. Alors, en gros, évidemment, j'ai pas besoin de chiffrer du tout, en fait, si tu veux, les informations envoyées de client à serveur et inversement. De toute façon, le code source, à la fin, à the end of the day, comme on dit, il sera open source. Sauf que j'ai besoin, par contre, d'authentifier les informations envoyées, de savoir si elles sont légitimes. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? L'initiateur du projet sur le serveur, il va créer deux paires de clés RSA. Ok, ces paires de clés RSA, soit un pour les utilisateurs standards, l'autre pour les utilisateurs admin. Donc il y aura deux niveaux de confiance évidemment. Donc pour la même branche du même projet, il y aura encore deux niveaux de confiance. C'est-à-dire que les administrateurs feront directement leur commit sur le logiciel en lui-même, sur la branche en lui-même du projet. Par contre, quand des utilisateurs standards feront leur commit, bah, le serveur va détecter que c'est des utilisateurs standards va mettre leur modification, leur branche dans un système, enfin dans une localisation particulière au niveau du serveur. Hein. Ça sera la localisation waiting. Waiting pourquoi? Parce que les administrateurs après pourront peut-être aller voir ce qu'ont fait les utilisateurs standards et si leurs modifications sont sympathiques, bah, pourquoi pas les inclure dans le projet directement administrateur et puis après augmenter pourquoi pas le privilège de l'utilisateur standard qui a fait cette modification là, pourquoi pas, hein, si l'on connaît la source. Donc j'en parle aussi dans la vidéo un petit peu. Et ouais, par contre, ce que je ne parle pas, j'avais vu, c'était bah, ouais, l'authentification à chaque fois de chaque paquet envoyé. En gros, hop là, je suis client, j'ai une paire de clés RSA qui a été distribuée par l'initiateur du projet. Et en fait, à chaque fois que je vais envoyer une information au serveur, hein, je vais utiliser ma clé RSA, RSA privé, ouais, ça, privé, excusez-moi, pour signer le contenu envoyé. Okay, j'envoie le contenu en clair, maintenant j'envoie la signature RSA. L'espace serveur, de toute façon, il connaît la longueur de la clé envoyée qui est, je crois, de 256 bits, donc il réserve un espace mémoire de 256 bits. Hein. Il reçoit le contenu et puis
il va du coup après vérifier la signature. Une autre subtilité un petit peu qu'on va incorporer, que j'ai incorporé, c'est parce que vu que le RSA est assez long et que si, imaginons que j'envoie un fichier de code de 2000 lignes, bah, il va mettre un peu plus de temps quand même à signer toutes ces 2000 lignes de code. Hein. Donc j'ai utilisé tout simplement un hash, donc le SHA-256. Hein. Git utilisait SHA-1, SHA-1 à l'époque. Moi, j'utilise du coup une version un peu plus récente. Donc, c'est quoi? C'est je prends un input de n'importe quelle taille, ça me redonne un input de taille fixe, enfin un output de taille fixe, une chaîne de caractères de taille fixe, peu importe l'input de base. Et puis, le même input donnera toujours le même résultat. Donc, c'est déterministe, c'est voilà, super. Et l'input A et l'input B vont toujours donner un résultat différent, donc il n'y aura pas de collision. Donc, ça, c'est aussi pas mal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, tu prends le contenu, hop là, tu vas le hacher, tu vas en dériver une signature, tu vas envoyer le contenu en clair directement au serveur, la signature associée, le serveur va hacher du coup techniquement le contenu en clair envoyé, va vérifier la signature, si c'est bon, bah, on continue le protocole, si c'est pas bon, on arrête la connexion, ou des choses comme ça, et puis de toute façon dans le README, j'ai un petit peu détaillé certains des protocoles que j'ai implémentés, c'est, je pense assez intéressant, et puis une autre subtilité, c'était aussi la réservation de l'espace mémoire pour le serveur, parce qu'il va évidemment recevoir des données, et donc il faudra évidemment qu'il réserve un espace mémoire pour ce qu'il va emmagasiner. Et donc à ce niveau-là, bah, comment est-ce que par exemple pour un fichier très long, je vais envoyer l'entier en fait? Bah, un entier, tu vois, je dois le convertir techniquement dans un vecteur d'octets. Donc un vecteur qui a pour chaque valeur une valeur qui va de 0 à 255. Alors voilà, donc j'ai fait, je crois, je ne sais pas si j'en parlais au début de la vidéo, mais bon, bref, vous verrez à la fin de la vidéo, algorithme d'encodage custom. Et puis basiquement, c'est ça, quoi. Et puis techniquement, voilà, évidemment, vu que le vecteur d'octet qui représente la longueur du contenu qui va être envoyé, lui-même, par contre, devra toujours être inférieur à 255, sinon c'est mort. Mais il y a vraiment très peu de chances qu'il surpasse la valeur de 255 parce que vous allez voir à partir du principe que j'ai écrit que c'est très puissant, je pense, en termes d'encodage pour minimiser la taille du vecteur. Bon, allez, je vous dis, passez un bon moment sur la vidéo et puis à plus, quoi. Ok, donc là on se trouve sans ma webcam, là vous avez l'écran pour vous tout seul, il n'y a pas de problème. J'ai un petit peu zoomé. Alors là ce que je voulais décrire c'est un petit peu l'architecture au niveau client. Donc au niveau client, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un petit ls. Attends, je refais un ls, voilà. On a juste pour l'instant rien du tout quasiment, le code, l'exécutable et pour l'instant un fichier qui va nous dire ce qui a été initialisé. Alors pour l'instant il n'y a rien dedans, c'est normal, on n'a rien initialisé. Alors là, j'ai juste créé du coup un projet directement au niveau client, enfin, au niveau de l'ordinateur, sans le cloner d'un serveur en particulier. On va le faire tout à l'heure, mais pour l'instant, on va créer le projet directement comme ça. J'ai mis tout ça un petit peu comme contenu pour le projet. Donc un petit peu, voilà, j'ai mis un petit peu de texte, hein, ça veut rien dire, mais c'est juste pour la démonstration. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui d'ailleurs, d'accord, ok, attends, je vais peut-être créer un dossier là, donc alors se dire, c.txt peut-être, et là on met rien, on met truc quoi, hop là, super. Donc voilà, bon, alors maintenant il faut que j'initie le projet. Alors je pourrais faire un alias, hein, évidemment, mais là je vais directement appeler l'exécutable. Alors, donc c'est dans Nexus... Ok, Nexus, dans dire client, et dans client, on a le client. Donc ça, c'est l'exécutable, et on va initialiser, donc avec un petit init, hein, comme dans Git. Ok, alors, je prends un petit peu d'eau. Bref, alors là, donc du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que, hop là, on a un dossier qui est apparu ici. Là, c'est tout simplement, là, vous voyez, le projet qui a été initialisé. Voilà, le projet initialisé porte le nom, tout simplement, de sa localisation au niveau du système de fichiers en faisant abstraction évidemment de home, hein, parce que là je fais PW, on vient home, le nom d'utilisateur, donc à partir de là que le nom va être généré en remplaçant tout slash par des underscores, d'accord. Et donc évidemment dans initialize, voilà, on retrouve bien la localisation de fichier, en fait c'est son nom quoi. Bon, alors maintenant on va dans le projet, et par défaut en fait on a une branche qui a été créée, c'est la branche main. Voilà, cat branches
Et voilà, on a la branche main, et la branche où on est actuellement, c'est cure branch, c'est le fichier cure branch qui va nous la transmettre, et on est bien sur la branche main. Vu que j'ai pas téléchargé le projet depuis un serveur, évidemment que pour l'instant, on n'a aucune information au niveau de host info.txt. Voilà, on n'a rien pour l'instant, c'est normal. Maintenant, on va dans main, Et qu'est-ce qui se passe dans main? Et ben, on a encore d'autres fichiers. Donc, on a addorder.txt. Addorder.txt, en fait, va être très utile lorsqu'on, lorsque vous allez modifier des fichiers entre chaque commit, et que ces fichiers-là seront à peu près toujours les mêmes. Et il faudra utiliser le même ordre d'ajout des fichiers pour tout simplement avoir une sorte si vous voulez faire en fait une différence entre les structures de fichiers d'un commit à l'autre, il faudra passer évidemment pour les mêmes commits par le même ordre d'ajout des fichiers, donc le même add order. Donc c'est pourquoi add order, le fichier add order qui pour l'instant est vide, il faudra le remplir à la main, pour l'instant sera très utile. Voilà. Il n'y a pas de commit pour l'instant évidemment, donc on cherche un petit 4, on n'a pas de commits. Et puis voilà. Alors, donc on a deux dossiers. On a data, donc data, c'est là où va se mettre tous les commits. Donc pour l'instant, pas de commits, il n'y a rien du tout. C'est normal. On a curedead qui va être en fait curedead, pareil, pour l'instant il n'y a rien. Parce que je n'ai ajouté pour l'instant aucun. Enfin, il y a à part évidemment le projet, mais parce que pour l'instant je n'ai ajouté évidemment aucun fichier dans le projet. Et en fait, ce qui va être ajouté avant un commit va aller dans le dossier SAS. Donc le dossier SAS, voilà, il est vide pour l'instant parce que je n'ai rien rajouté avant de faire un commit, évidemment. Et donc quand j'aurai fait un commit, évidemment, ça va remettre SAS à jour, donc il n'y aura rien dedans, et curedead, pareil, ça va le remettre à jour, donc il n'y aura que ça. Donc on va voir comment ça marche maintenant. Quand je vais ajouter du coup les fichiers, donc add par exemple add.txt, b, nanana, et subdir, et puis c'est quoi, c'est c.txt, hop là. Alors qu'est-ce qui se passe? Yes, ouais, le subdir évidemment, il faut que je mette subdir avant. Voilà. Tac. Je fais ça. Ok, c'est pour txt. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui m'a mis celui-là? Alors, on va aller dans SAS. Je vais voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, ok, pour l'instant, on a ça, donc c'est un peu bizarre. A.txt et B.txt sont déjà là, donc il n'y a pas besoin de les mettre. Voilà, et puis là, hop là. Voilà, là, ils sont apparus comme par magie, juste là. Donc, on a bien A.txt, donc qui sont pour l'instant en fait stockés de manière compressée avec la librairie zlib. Zlib, c'est aussi utilisé par Git, donc j'ai pris le même truc pour compresser les données, que ce soit dans les commits ou même dans le SAS avant de faire un commit pour les mettre dans le commit, quoi. Donc voilà, quoi. La B.txt c'est pareil, et puis subdir C.txt c'est la même chose. Et donc, bon, alors, dans ce cas-là, avant de faire commit, je peux remove des files. Par exemple, si je veux enlever en fait un C.txt du SAS, je peux faire rm. Hop là. Voilà, c'est parce que j'ai fait print qui ne servait à rien, donc il faudrait que je recompile tout ça. Alors, c'était là, je crois. Je vais recompiler ça du coup. Voilà, c'est juste parce que avant j'avais fait des prints qui ne servaient à rien. Enfin bref, là vous voyez que dans SAS, donc on a toujours A.txt, B.txt, mais dans subdir en fait, qu'est-ce qu'on a? On a plus C.txt, hein, et pareil dans cure added, on a plus C.txt, on a tout ça, mais on a plus C.txt. Donc voilà, et bon, voilà, du coup là techniquement je peux faire un petit commit, hein, je peux committer l'ajout des fichiers avec un message, hein, bonjour, bon là c'est first commit, created this project. Voilà, et donc on a le hash du commit qui est juste celui-là, et le hash du commit on va le retrouver évidemment, attendez, dans data, alors déjà dans commit évidemment, c'est celui-là, hein, c'est le même C58, etc. Dans le dernier, donc c'est cure commits évidemment, et évidemment dans data, si dans data, voilà, on l'a, donc alors je vais changer, data, hop, on l'a, donc je vais aller dans le commit, donc là on est dans le commit, donc là dans le commit qu'on a, on a encore
Donc on a add, donc dans add évidemment on a juste le nom du projet b.txt, le dossier subdir et pas subdir, pas c.txt qui est dans subdir, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le message de commit évidemment, voilà, bon, c'est create this project. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc dans data, dans le commit, on a encore un dossier qui s'appelle data, on va aller dans data. Et dans data, en fait, on y retrouve bien les éléments ajoutés de manière compressée avec zlib. Voilà, vous connaissez le principe. Donc là, voilà, et je peux par exemple là, je sais pas, modifier a.txt par exemple. Hein. Je sais pas, bonjour, deuxième commit. Ok, du coup je vais l'ajouter là. Tu vois. Txt. Commit encore. Second commit. Commit. Alors, ah oui, évidemment, il faut que je push au serveur entre chaque commit, sinon c'est pas possible. Donc ça nous laisse le temps de parler du coup du serveur. Alors, on va aller sur le serveur. Hop là. Tac. Dire serveur. Et dans le serveur, il est juste là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le. Alors, on va déjà compiler le serveur. Go build. Voilà. Hop là. Alors, oui, évidemment, je vais déjà compiler aussi le generate. Quoique je vais peut-être juste importer directement mes clés. Donc les clés, elles sont je crois dans vide Nexus. Ok, et elles sont. Non, mais non, pas du tout. Elles sont chez le client. Alors, le client, où est-ce qu'il est? Il est juste là. Hop là. Private, j'ai rien. Ah putain, j'ai rien niveau client, donc évidemment, je vais générer ça. Alors, go build generate. Hop là, on y va. Serveur du tout, generate. Voilà. Et là, comme par magie, les clés privées admin sont générées. Et pareil pour les standards. On va importer, on va le mettre au client les clés admin, hein, tout simplement. Donc cp admin private qui est en PEM et on va mettre au niveau du client pour tout en fait, hein, tout simplement. Voilà, ici pareil. Et public, donc pub qui en PEM, voilà, super. Là, sans pouvoir faire du coup, c'est techniquement, voilà, le serveur là, il n'y a pas de problème parce qu'il a bien lu les clés RSA, hein, la paire de clés RSA, donc ça, c'est mal. Et juste un truc, donc là, je vais quand même voir un petit peu les informations de mon host, donc get host info, comme je crois que c'était help, j'ai la commande help, hein, si vous voulez. Donc techniquement, si je fais help, grep host, alors j'ai 7 hosts évidemment, host info, alors attends, host info, ok, pour l'instant j'ai rien dans host info, donc je vais faire un petit set host, donc c'est local, donc 0.0.0, et je crois que ça c'est sur le port 8079. Ok, et donc là je commit ça. Alors de mémoire, comment je fais ça? Alors je vais faire un petit help là, je ne me rappelle plus parce que en fait j'ai pris pause de quelques jours, donc je ne me rappelle plus de comment je... Alors grep de commit de push, je crois que c'est pas commit, send. Voilà, send. Alors attends, peut-être qu'il faut que je fasse avant juste un help standard là. Branch get. Non, en fait, c'est juste un send. Ok. Vu que j'ai les informations dans StInfo, je vais juste faire un send. Ok. Alors. Pubkey.pm. Merde. Ah bon, je vois. Alors, là, le problème, c'est que j'ai peut-être pas mal apporté la clé
public. Ça m'énerve. Ok, non, pas là, c'est là. J'ai admin, ah oui, d'accord, oui, il faut pas que je mette le nom admin, c'est juste PubKey private key, donc on va changer ça. Private key, juste private key.pem, voilà, et pareil, c'est PubKey. PubKey.pem, voilà. Et on y va, voilà, JSON, et donc là, niveau côté serveur, hein, comme vous voyez juste là, qu'est-ce qui s'est passé? On a bien ici, voilà, ce qui a été créé, SSD en vide Nexus, et dans SSD en vide Nexus, qu'est-ce qu'on a? Même dans Waiting, hein, je crois. Waiting, c'est pour les utilisateurs, en fait, standard, hein, tout simplement. Et puis pareil, dans 4 Initiated, on a bien ça. Et donc, dans SSD, qu'est-ce qu'on a dedans? Bah, en fait, on a exactement la même chose, hein, quasiment. En tout cas, on a la même hiérarchie. Hein, donc, les branches, c'est été initialisé. Donc là, Initiated, c'est bien les branches, hein, lorsqu'on est dans le projet, en fait. Hein. C'est comme Branched tout à l'heure. Voilà, c'est les branches. Et donc là, dans le mail, alors ls mail, voilà, décidément, c'est bien la même chose. Voilà, vous avez là, bah, enfin, voilà, je vous montre un petit peu quand même. Donc c'est bien stocké de manière compressée pour l'instant. N'importe quoi. Voilà. Et c'est bien stocké de manière compressée. Ok. Donc c'était un peu pour vous montrer, et donc là, tout ça pour vous dire que il faut toujours committer entre chaque commit, enfin, toujours pusher, envoyer les données au serveur, le dernier commit entre chaque commit. Donc, ok. Tac, 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 qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, voilà, là, par contre, je peux committer, par contre. Techniquement, je peux committer, voilà, commit, second commit. Et donc là, j'ai bien le hash du second commit, et donc là, niveau client, voilà, donc dire, non, c'est chose serveur, voilà, le client est juste là, SSD1 vide, voilà, et donc là, du coup, quand je vais dans mail, hein, toujours mail, après je vais faire le branche par exemple, tac, donc dans data, voilà, vous allez voir qu'il y a deux commits évidemment, le plus récent c'est le 5 à 7, hein. Techniquement, comme on peut voir ça aussi, bah, c'est dans commit, en fait, le dernier c'est toujours celui le plus en dessous, parce qu'on va append l'information dans le fichier, qu'on va l'ajouter à la fin. Bref, donc là pareil, c'est des data, et donc là dans data, c'est des 5, 7 muches, là, donc 5 à 7. Ok, alors, bon, juste un peu, du coup, techniquement, je peux faire aussi les listes commits, donc techniquement, je fais un petit commit liste, tu vois, donc là, le 0, c'est le C58, et le 1, c'est le 5 à 7, donc techniquement, je peux faire aussi un commit diff, je crois, commit diff, comment ça fonctionne déjà, je crois que c'est help, grep diff, ok, alors, il y a plusieurs trucs. Donc commit diff, alors file, ok, donc on va faire un petit commit diff. Alors vous allez voir ce que c'est un commit diff. Donc, commit, pour voir en fait la différence de structure de contenu en tout cas entre un même fichier par exemple, hein, entre deux différents commits. Donc c'était quoi? C'était a.txt, toujours a.txt pour le second commit, c'était de 0 à 1, voilà. Can't express diff between some commits. Ok, alors pourquoi ça fait ça? Donc commit diff 2, 3, 8, ah ouais, c'est là que je l'ai mis, ok, d'accord. On va faire 0, 1, hop là, notice 9 arguments, ah oui, c'est a.txt toujours. Voilà, et donc là vous voyez que on a la différence entre les deux fichiers, enfin entre le même fichier au fur et à mesure des commits. Ok, bah super. Bon, en gros, c'est à peu près basiquement ce que vous pouvez faire. Il y a plein de trucs, hein, évidemment. Je vous laisserai peut-être voir un petit peu le... Pas que je vais peut-être encore continuer la vidéo, là. Prendre une petite pause, et puis après je reprends. Allez, à toutes. Ok, alors là, je voulais parler aussi des branches. Alors, tous les branches, par exemple, on va lister les branches sur lesquelles nous sommes, avec un petit branch list. On a 3 branches. Ah oui, attends, avant, le commit go back aussi. Donc on va juste être... Alors déjà, lister aussi la branche sur laquelle nous sommes, c'est main main 3, faire un petit brain switch sur main tout court,
Et là, je fais un petit commit list des commits sur main. Ok, imaginons que là, je veux go back au commit numéro 4. Et ben, je fais un petit commit go back sur 4. Ok, et là, j'ai toute la structure de fichier qui correspond au 4e commit, enfin au 5e commit, hein, techniquement, parce qu'on part de 0. Ok, et donc là, je crée aussi une nouvelle branche. Pardon, je fais branch new main 5. Là, je vais retrouver la même structure de fichier du commit de la branche du projet de laquelle j'ai créé la nouvelle branche. Et bon, là, je peux peut-être rajouter, par exemple, je vais peut-être switcher sur la branche numéro 5 du coup. Branch switch, parce que ça ne va pas switcher automatiquement. Voilà, c'est comme ça. Main 5, donc là, voilà, ok. Et donc là, je peux créer par exemple new.txt, hop, bah, je peux mettre n'importe quoi. Et bah, du coup, je vais faire pareil en fait, hein, les add tout ce que j'ai, donc je sais pas moi, a.txt, b.txt, c.txt par exemple, je sais même si j'ai c, non j'ai d.txt, bon, je vais juste new.txt, voilà, là. Et à ce niveau-là, techniquement, je peux faire un commit, hein, tu vois, commit new commit on branch main 5, okay. Donc là j'ai un commit hash, ok. Et bah, du coup techniquement si je veux pusher, donc je vais send en fait le contenu. Hop là, c'est fait. Donc là côté serveur, donc je vais l'éteindre pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc techniquement j'ai toujours le même projet, hein, voilà, sauf que là donc il y a une branche main 5, donc main 2 c'est juste avant, j'ai créé, j'avais pas enregistré mais j'ai créé main 2, mais là, donc là c'était main 5 que je viens de créer. Et donc ouais, on a main 5, et dans main 5 on a data, et là vous voyez on a le même commit, donc 89 BA, je sais pas quoi, donc celui-là, et on a évidemment toute la donnée qui se trouve là-dedans, donc là tu vois 89, on a data, et puis on a new.txt, donc bien en version par exemple compressée, voilà, en version compressée. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, hein. Et bah écoutez, ça c'est les grandes lignes, hein, du truc. Et par exemple, j'aurais pu aussi initier un nouveau projet, mais d'une autre manière. Imaginons que, je sais pas, je vais me mettre là. Là, en fait, je fais mdir test download, là, je sais pas quoi, Nexus. Non, je fais test, n'importe quoi. Bon, on y va. Alors, en fait, ce que je vais faire là, donc je vais toujours appeler le client. On y va. Alors, 2 secondes. Hop là. Donc, alors, je vais mettre en chaîne. Donc c'est dans Nexus client, ok. J'aurais dû faire un alias, en bref, un bash alias. Alors, donc on y va. Donc là on va download. Donc je crois que c'est un get techniquement. Je fais un petit help et que je vais mettre help. Non, pas help, grep send. Non, putain, c'est bon, get. Grep get, voilà. Voilà, c'est ça, c'est branch get. Donc, on va faire un petit branch get. Donc on va mettre l'IP du serveur, donc là c'est du local, voilà, sur le port 479. Et là, hop là, l'arrobase, le nom du projet et le nom de la branche, donc ça c'est SSD1. J'en étais sur vide Nexus, vide NEXS. Voilà, et c'était par exemple je suis en main 5 par exemple, hop là. Évidemment j'ai allumé le serveur donc ça a marché. Voilà. Là on y va. Alors, error white broken pipe. Pourquoi file attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors. Ah oui, parce que moi j'ai directement brain. D'accord, ok. Donc en fait, je peux pas parce que j'ai directement main 5 qui est sur mon. En fait, qui est sur mon client. Donc ce que je vais faire, c'est. Alors là, je suis où? Je vais supprimer main 5 que j'ai dans le client parce que sinon ça va l'override. Donc main 5. Voilà, pareil pour l'initialisation aussi. Techniquement, ce que je vais faire, c'est dans les branches. Main 5, voilà. Et puis là dans le branch. Cure branch. Parce que normalement, évidemment, quand j'utilise un projet, la branche d'un nouveau projet, je suis techniquement pas censé avoir la branche dans mon client. C'est pour ça que voilà.
Donc bon, là je fais un petit peu une sorte de petit truc que normalement je suis pas censé faire évidemment si j'ai pas la branche au niveau client, donc c'est pour ça. Donc là ça devrait marcher tactiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est littéralement le projet, oui, le projet. Ah, d'accord, ok. Là, c'est littéralement le projet qui me met, en fait. Ah oui, c'est même pas juste la branche, c'est le projet. Bah écoutez, que je règle ça, mais en attendant, je peux faire un. Voilà, je peux faire ça, et là, techniquement, dans initial.txt, je peux juste supprimer ça. Voilà. Et là, si je vais, voilà, là c'est bon. Et là, du côté client, on a bien ça, voilà. Et on a bien juste main 5, évidemment, parce que c'est pour. Ok, donc faudra que je règle ça, parce que techniquement, je peux avoir le projet, mais juste pas la branche que je vais download. Donc peut-être que ça, je vais modifier après cette vidéo. Je verrai comment ça se goupille. En tout cas, voilà. Donc là, j'ai téléchargé la branche tranquillement, hein. Ça, c'est l'erreur d'avant, donc il n'y a pas trop de problème. Et donc, évidemment, là, pour l'instant, donc, du côté où j'ai téléchargé, là, ici, par exemple, je n'ai rien. Donc, en fait, il faut que je fasse un branch bring, je crois. Tac. Si je fais un petit help, bring. Alors, voilà, branch bring, branch name. Non, ça c'est ok. Donc, excuse, qu'est-ce que. Ah oui, d'accord, bring, we just bring the Google Colab project download. Ah, voilà. Donc là, si je fais un bring, en fait, vous allez voir qu'il y aura un problème. Pourquoi? Parce que je ne suis pas exactement du tout dans le directory qui a été prévu pour développer le projet, hein, tout simplement. Tu vois, donc voilà, si je fais un petit un bring, en fait, voilà. The project name should be provided. Alors attendez. We just bring the Rocket project downloaded via branch get or writing branch get to your current directory. Example Nexus bring. Ah voilà, ok. C'était SSD1. C'était quoi déjà? C'était vide Nexus. Voilà, ok. Vide Nexus. Ok, alors non, c'est. Okay. Non, c'est techniquement mon. Ok, oui, c'est vrai. Mais c'est que quand vous allez développer, imaginez que vous faites un petit add. Par exemple, add app.txt en fait. Là, en fait, no such file directory, parce qu'il attend que la location de où vous êtes, la localisation de où vous êtes soit exactement, non pas T7 de l'autre Nexus, mais juste SSD1. Donc là, si je suis un PW, là je suis SSD1 T7 de l'autre Nexus, mais normalement j'aurais été à SSD1 à vide Nexus en fait. Parce que justement, on va voir comment se goupille normalement. Donc là, si je vais dans vide Nexus, que juste faire un rm cool, voilà, ok, super. Et donc là, niveau client aussi, techniquement, je supprime mon projet, là, voilà, rm, rf, c'est un truc là, ok, et puis pareil pour l'initialisation, voilà, ok. Allez, on y va. Le serveur là, je le remets. Tac, et là je vais faire un branch get. Branch get, c'est le même truc, hein, main5. Et là, si je fais un bring du projet, voilà, et que là je vais faire par exemple, je vais peut-être modifier a.txt, hop là, tac, et que je vais faire là un add.txt. Alors, files and for alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Alors, attends, je retrouve. Ok, en fait, non, c'était bon. C'est juste que j'avais oublié de supprimer dans initiated.txt le projet d'avant. Alors, je recommence du coup encore une fois. Donc là, je vais juste aller dans initiated, supprimer ça. Maintenant, pareil pour le projet RRF SSD1, ok, et puis là, je suis censé être bon pour, alors attendez, juste RMO de ce que j'ai, voilà, donc là je vais faire un branch get, hein, comme tout à l'heure, ok, donc là, vous voyez que maintenant, hop là, ça a été téléchargé, et par contre, pour l'instant, c'est pas encore une CD parce que je n'ai pas en fait fait un branch bring, enfin bring, juste un bring.
ça, et donc techniquement, hop là, voilà, j'ai fait un brin, et là ça fonctionne, donc j'ai bien texté, j'ai déjà tout ce que j'avais mis dans main 5, hein, tu vois là, si je fais un petit de minute, voilà, c'est exactement le même contenu qui a été décompressé, depuis le serveur. Et maintenant, voilà, c'est bon, c'est initialisé, et dans SSD1, j'ai bien que la branche main 5. Donc voilà, c'est à peu près comment ça marche pour l'instant. Peut-être que je ferai quelques modifications, mais c'est en tout cas le paradigme. Et puis, bon, c'est à peu près le même truc aussi au niveau standard. Là, j'ai j'ai la paire de clés RSA pour l'utilisateur administrateur, mais pour en fait, télécharger tout ce qui est dans pour comment dire les utilisateurs standards, bah, au lieu de faire par exemple un branch get là comme j'avais fait tout à l'heure, j'aurais fait un waiting branch, parce que c'est dans en fait un waiting branch get, parce que ça aurait été donc dans waiting en fait. Dans waiting, tu vois. Hop là, on a le même projet, mais là c'est pour les utilisateurs standards. Donc voilà quoi. Et donc là, dans Initiated pour l'instant, évidemment, qu'est-ce que j'ai? Pour l'instant, j'ai rien. Parce que je n'ai pas de branches qui ont été initialisées par les utilisateurs standards. Bon, c'est une vidéo qui détaille pas vraiment, mais en tout cas qui là vous présente un petit peu dans les grandes lignes le projet. Et puis voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire des contributions ou à poser des questions, il n'y a pas de problème. Et puis je répondrai à ça. Allez, à la prochaine. Alors on se retrouve quand même pour un petit peu l'algorithme d'encodage, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Le code, bon, voilà, c'est du beau, mais l'architecture logicielle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est peut-être ça le plus intéressant. Et puis par contre, ouais, un truc qui serait peut-être un peu compliqué à comprendre. Alors, bon, il y a juste, que j'en ai pas parlé aussi, c'était le fameux, comment dire, alors attendez, je vais peut-être juste vous mettre le code directement en fait. C'est dans serveur.go techniquement, tac tac tac, est-ce que c'est... voilà, c'est là, tu vois, donc tu vois, techniquement, en fait, quand je vais recevoir les requêtes receive request, donc au tout début, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je run le serveur, ok, et quand je vais avoir une requête, en fait, je vais lancer en coroutine la fonction go receive request, qui va en fait déterminer le contenu, enfin, la directive de la requête. Alors, il n'y a pas que la directive de la requête, donc, en fait, parce qu'il y a plusieurs requêtes, évidemment. Il y a la requête de faire un commit, donc d'envoyer des modifications, donc le fameux send. Il y a la requête de syncer, donc de mettre à jour l'historique des commits aussi. Comment dire aussi, la requête de branch get, là, pour télécharger tout simplement la branche. D'ailleurs, là, j'ai modifié le code, c'est bon, maintenant vous pouvez tout simplement télécharger la branche sans supprimer le projet avant. Donc ça c'est bon. Donc, tu vois, il y a plusieurs protocoles du coup qui sont associés à ça. Donc là, chaque fonction là, est un protocole. Si voilà, pour juste voir la branche, par exemple, voir les branches administrateurs, voir les branches des utilisateurs standards aussi. D'ailleurs, pour les mecs pour aller voir les branches des utilisateurs standards, il faut être administrateur, parce qu'un utilisateur standard ne peut pas voir la branche d'un autre utilisateur standard afin d'éviter une contribution sur celle-ci. Voilà, comme ça, si vous voulez vraiment travailler dans votre coin sur une branche, vous mettez votre branche, une sorte de mot de passe à la fin de votre nom de branche, et comme ça vous êtes tranquille, il n'y a que les administrateurs, les personnes de haute confiance qui pourront voir votre branche, quoi, tout simplement. Donc ça, ok. Maintenant, il y a aussi le fait aussi de voir un projet. Enfin bref, il y a plusieurs directives dans les protocoles. Évidemment, le who am I, hein, pour savoir si vous êtes en fait un utilisateur standard ou un administrateur. Juste après, par exemple, le fait de recevoir votre paire de clés RSA, ok, bon, plusieurs trucs. Et vous voyez que aussi, il y a le fait de savoir si vous êtes un administrateur ou un utilisateur standard qui est déterminé dans la fonction la receive request. Parce qu'au début, je pars du principe en fait que vous êtes un utilisateur administrateur, hein, enfin un administrateur tout simplement. Je vais essayer de vérifier attendez, où est-ce que c'est voilà, votre message envoyé, enfin votre sorte de pré-requête envoyée, enfin une requête en elle-même, hein, mais avec en fait la vérification avec la clé privée administrateur, tu vois, avec la clé publique administrateur. Si ça marche pas, je vais essayer avec
avec la clé publique du coup standard. Et si ça marche toujours pas, je vais en renvoyer une erreur. Bon, c'est comme ça que je vais déterminer si vous êtes administrateur ou utilisateur standard. Bon, alors ça, d'accord, c'est bien beau, mais bon, je vais quand même parler de langage, c'est peut-être un peu plus intéressant. Alors, je parlais de tout à l'heure, donc on met le reste en position impair, et après, qu'est-ce qui se passe? Après, vous allez mettre en fait votre fameux 1201 moins 177 divisé par 256, donc ça fait 4 en fait. Hein. Donc là, hop là, on peut s'arrêter là parce que, bah, en fait, vous êtes là, 4 c'est inférieur strictement à 255, donc, enfin, c'est, voilà. Donc ça, on peut s'arrêter là. Et donc, pour décoder, vous allez faire votre fameux 4, hop là, bah, voilà, fois 256, hein. Hop là, fois 256, plus 177. Bon, alors ça va vous donner 1201. Alors pour des nombres plus grands, qu'est-ce qui va se passer? Bah là, en fait, on n'aura plus 4, on aura toujours 255. Par exemple, si je fais, non pas 1201, mais, je sais pas moi, un truc très grand, quoi. Tu vois, ce truc-là, je vais juste prendre le reste. Voilà. Donc c'est 165, et techniquement, ça, moins 165, c'est normalement supérieur quand même à 255. Alors je vais faire la division. Ouais, c'est 49 006. Donc en fait, bah, je vais réitérer l'opération. Donc tu vois, en fait, si j'ai la valeur 1, alors c'est combien? C'est 12 545 000, donc 12 millions, hop là, 545 700. Ok. Bon, alors ça, bah, c'est pareil, hein, hop là, je mets le reste, hein, je vois le reste, voilà. C'est quoi? C'est 165. Donc tu vois, le reste, évidemment, il est pas supérieur à 255, donc ça c'est cool. Et puis après, hop là, bah, je mets, du coup, là ça fait 49 millions 06, donc je vais réitérer l'opération en fait. Hein. Techniquement, là je mets le maximum. Le maximum c'est quoi? C'est 255. Hop là. C'est la valeur maximum que je peux mettre au vecteur. Et ensuite, pareil, bah, c'est la même chose. Hein. On va faire 49 006, le reste par 256. Ça fait 110. Bon, ça fait 110. C'est pour ça que je vous dis impair, parce qu'à chaque fois ça va être le reste en impair, quoi, en position impair, et là ça va être en position paire, donc là c'est associé 2 à 2. Hop là, ça va être associé, là c'est la valeur de 49,6 moins le reste de 49,6 par 256, divisé par 256 va être associé au reste, donc qui est toujours en position impair. Qu'est-ce que je dis? En position paire, oui, si on part de 0. Si on part de 0, c'est en position paire, du coup. Enfin, bref, donc là tu vas mettre ton 110, et donc là, hop là, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit 110, hop là, tac, et voilà, bah là on s'arrête là parce que c'est inférieur à 255, donc on met 191, hop là, tac, tranquillement, et comment on va faire après pour tout simplement décoder ça, hein, parce que là du coup un vecteur qui veut rien dire, donc il faut décoder ça. Alors ce qu'on va faire, c'est commencer par 256 et multiplier la valeur de fin, tu vois. Donc tu vois, techniquement, là, si je fais en fait 256 fois 191, bon, ça me fait ça, bon, ok. Je vais rajouter maintenant le 110, tu vois, hop là. Et 210, on retrouve 49 006, tu vois, hop là. Et ce que je vais faire, pareil, après, fois 256 en fait, hein, parce que c'est le maximum. En fait, c'est 255 plus 1, tu vois. Donc fois 256, ok, bah ça me fait ça. Et là, on se rapproche du nombre de départ, et plus, voilà, 165, là, et on a 12 155 701. Donc c'est à peu près comment vous faites pour décoder ça, quoi. Et d'ailleurs, là, je veux dire, j'aurais pas dû mettre 191, mais 190, en fait, hein, parce que pour décoder, à chaque fois, on va prendre cette position, donc en position, techniquement, on fait 0,1, donc en position impaire, hein, techniquement, et plus 1, donc 250 fois ça, plus 1, quoi. Tout ça plus 110, hop, et entre parenthèses, bon, c'est un nouveau résultat, et après fois ici plus 1, et après plus le reste, etc. Donc c'est comme ça que se passe l'encodage pour les entiers, et pour le décodage aussi, bah, vous allez un petit peu comprendre l'algorithme. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve à la prochaine vidéo, et si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis voilà. Bah,